Ces derniers 2 jours, de nombreux événements étranges et inquiétants se sont produits dans plusieurs régions du monde. Plusieurs catastrophes se déroulaient simultanément, chacune avec ses propres conséquences. Les plaines américaines se sont transformées en cendres. Le feu avançait plus vite que les gens ne pouvaient appeler les secours. Au même moment, à quelques centaines de kilomètres plus au nord, des gens s'enfonçaient littéralement dans la neige. On n'avait pas vu ça depuis l'avant-dernier siècle. Sur une île du Pacifique, de la lave incandescente a atteint la mer pour la première fois depuis près de 20 ans. Au Mexique, des pluies ont provoqué un accident dans l'une des plus grandes raffineries du pays. En Australie, des sauveteurs évacuaient des passagers d'un avion écrasé dans l'eau, là où des crocodiles nageaient alentour. Dans le golfe Persique, des réservoirs de pétrole brûlaient, ce qui s'est immédiatement répercuté sur les prix dans le monde entier. La Russie et la Biélorussie sont au seuil de la saison de crue, la plus difficile depuis plusieurs années, et les premiers débordements de rivières sont déjà enregistrés. Ce n'est pas une sélection de nouvelles au hasard, c'est une coupe transversale de seulement quelques jours où tout cela s'est produit sur plusieurs fronts simultanément. Restez jusqu'à la fin, ce sera intéressant. Commençons par le fait qu'aux États-Unis, 3 catastrophes naturelles totalement différentes se sont produites en même temps dans un seul et même pays. Au nord, des blizzards avec des records de chute de neige jamais vus depuis 130 ans. À l'est, des tornades se succédaient. Et sur les plaines du Nebraska, tout ce qui pouvait brûler, brûlait. L'incendie au Nebraska est une histoire à part, difficile à croire. Le feu a démarré le 13 mars à cause d'une rupture de câble électrique par grand vent. 100 km en 6 heures. Le feu courait littéralement plus vite que la plupart des gens ne pouvaient réagir. Au 18 mars, la superficie du feu dit Morill dépassait 643 000 acres, soit environ 2600 km² de terre calcinée. Et ce n'était qu'un des 4 grands incendies qui brûlaient simultanément dans cet état. La superficie totale brûlée au Nebraska a dépassé 800 000 acres, un record historique absolu pour cet état. Le gouverneur du Nebraska a déclaré l'état d'urgence. Des hélicoptères de la garde nationale, des équipes de pompiers fédéraux et des volontaires de dizaines de comtés ont été mobilisés pour combattre les flammes. Le vent atteignait 100 km/h au plus fort de l'incendie et les pompiers décrivirent la situation ainsi. Le feu crée son propre vent qui change de direction toutes les quelques minutes. Impossible de prévoir où il ira ensuite. Simultanément, au même instant, dans les États voisins, une catastrophe d'un tout autre ordre se déroulait. Au nord du Midwest, dans le Michigan et le Wisconsin, un blizzard battait des records que les météorologues locaux ont qualifiés d'historiques. Dans la ville de Marquette, au Michigan, 36 pouces de neige sont tombés en 48 heures. Un record qui tenait depuis la fin des années 90 vient d'être battu. La vitesse du vent sur les rives du lac Supérieur atteignait 110 km/h. Les vagues montaient jusqu'à 5 mètres. Les ponts étaient fermés. Les routes de plusieurs comtés ont été déclarées impraticables. À Milwaukee, la première alerte au blizzard depuis 15 ans. Plus de 140 000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Plus de 5 000 vols ont été annulés. À l'est, pendant ce temps, les tornades continuaient de se succéder. Pour Washington et la Virginie, un rare statut de Tornado Watch a été déclenché, une alerte particulière émise en cas de menace réelle. À Charlotte, en Caroline du Nord, une tornade a parcouru 2,5 km sur une largeur de 22 mètres. En seulement 3 jours de ce système orageux, près d'1 millier de signalements de dégâts causés par de violentes tempêtes ont été enregistrés sur toute la moitié est du pays. Et maintenant, imaginez la carte des États-Unis à ce moment-là. Au nord-ouest, une chaleur record. Au nord, un blizzard historique, avec de la neige jusqu'à la taille. Au sud, des tornades. Sur les plaines de l'ouest, des incendies. Les météorologues américains ont baptisé ce phénomène le vortex polaire déchiré. L'air arctique descend vers le sud. L'air chaud et humide du golfe du Mexique remonte vers le nord. Et aux frontières de ces masses d'air se produisent tous les phénomènes que vous venez d'entendre. Passons à l'Europe. Là aussi, plusieurs histoires méritaient de l'attention. Le sud de l'Italie a reçu plus de 220 mm de pluie en 36 heures. C'est presque 3 fois la normale mensuelle en précipitation. Et tout cela est tombé sur un sol déjà saturé d'eau. Dans la ville de Crozia, en Calabre, un important glissement de terrain s'est produit juste au-dessus de maisons d'habitation. Une masse de sol détrempé s'est détachée du versant dominant une rue et a commencé à se déplacer vers les bâtiments résidentiels. Les rivières voisines ont débordé, des routes ont été coupées dans plusieurs communes. Les pompiers
de la province ont reçu plus de 100 appels en 24 heures. Des équipes supplémentaires ont dû être appelées en renfort depuis la ville voisine. Un fait intéressant sur la Calabre, c'est l'une des régions géologiquement les plus instables d'Europe. Les montagnes y sont jeunes à l'échelle géologique. Les sols sont argileux et perdent rapidement leur cohésion lorsqu'ils se saturent de gerves d'eau. Les scientifiques italiens préviennent depuis longtemps. Au rythme actuel du changement climatique, la Calabre subira de telles pluies torrentielles de plus en plus souvent. À proximité, l'Espagne. Dans la nuit du 18 au 19 mars, en mer d'Alborán, entre l'Espagne et le Maroc, un tremblement de terre de magnitude 4,5 s'est produit. Les habitants de Malaga et de tout le littoral de la Costa del Sol ont ressenti les secousses. Les services d'urgence de la province ont reçu des dizaines d'appels de personnes effrayées. Pour mémoire, la mer d'Alborán est une zone sismiquement active à la frontière des plaques tectoniques eurasiennes et africaines. Les tremblements de terre y sont réguliers, mais cet événement précis a rappelé la pression qui s'accumule dans cette zone. Passons au Canada. La Colombie-Britannique, du 16 au 20 mars, traversait ce que les météorologues ont appelé une série prolongée de rivières atmosphériques. Ce sont des bandes d'air humides de 400 à 600 km de large qui s'écoulent au-dessus de l'océan comme des fleuves, mais dans l'atmosphère. Lorsqu'une telle rivière bute contre les montagnes de l'île de Vancouver, elle est littéralement essorée et déverse des précipitations records. Mais le danger principal n'était pas l'inondation elle-même. La pluie chaude tombait directement sur le manteau neigeux dans les montagnes, accélérant la fonte. Le service canadien de sécurité en avalanche a émis le niveau d'alerte maximum et appelé à éviter totalement les sentiers de montagne. Les rafales de vent sur l'île Sartine atteignaient 144 km/h. Voici maintenant plusieurs histoires qui sont passées presque inaperçues dans la plupart des médias, mais qui méritent une attention particulière. Le 15 mars, la NASA a capté depuis le satellite Aqua quelque chose de rare au-dessus du Texas. Sur l'image, un mur de poussière long de plusieurs centaines de kilomètres qui fonçait du nord vers le sud à la vitesse d'un front de rafale. Au sol, pendant ce temps, sur la route 287, près de la ville de Quanah, dans le comté de Hardman, un carambolage en série s'est produit. La visibilité est tombée à zéro en quelques secondes. Les conducteurs n'ont pas eu le temps de réagir. Le centre de recherche atmosphérique de l'Université du Colorado a qualifié les images de saisissantes. Un mur aussi net, visible directement depuis un satellite, est rare. La vitesse des rafales de vent atteignait 105 km/h. C'est d'ailleurs exactement les mêmes conditions qui attisaient simultanément les incendies au Nebraska. Un seul et même front, deux catastrophes différentes dans deux États voisins. Passons au Mexique. Une histoire avec un rebondissement inattendu. Un incendie s'est déclaré à la raffinerie Olmeca, dans l'État mexicain de Tabasco. Cette raffinerie est l'un des projets industriels les plus coûteux de l'histoire du pays. Sa construction a coûté 21 milliards de dollars, 2 fois le budget initial. Elle a été construite expressément pour réduire la dépendance du Mexique aux carburants importés. Elle a été inaugurée en 2024. Or, la cause de l'incendie, c'est tout simplement la pluie. À cause de fortes averses, des eaux chargées d'hydrocarbures ont débordé des bassins de rétention et se sont répandues à l'extérieur du périmètre de la raffinerie. Une flaque d'eau pétrolifère s'est retrouvée au-delà de l'enceinte et un départ de feu s'est produit. Les procureurs locaux ont d'abord évoqué l'explosion d'un transformateur touché par l'eau. Les versions divergent encore. L'enquête se poursuit. Mais c'est très symbolique. La raffinerie, construite pour assurer l'indépendance énergétique, enchaîne les accidents depuis son inauguration. Des incidents similaires s'y étaient déjà produits avant cet événement. Les Émirats arabes unis présentent quant à eux une toute autre échelle. Un accident s'est produit sur le terminal pétrolier de Fujairah. C'est un port, l'un des 3 plus grands dépôts pétroliers au monde. 2 des 8 réservoirs de pétrole ont été mis hors service. Perte de capacité de stockage, 2 millions de barils par jour. Parallèlement, l'exploitation du plus grand gisement de gaz au monde, Shah, a été suspendue. Premier coup direct porté aux infrastructures d'extraction du pays. Selon Lloyd's List, le chargement des pétroliers a chuté de 66% en l'espace de la seule semaine écoulée. Encore une histoire d'Australie. Et elle aurait pu se terminer bien différemment. Le 19 mars à 11h17, heure locale, un petit avion charter a décollé de l'aéroport de Broome, dans le nord-ouest de l'Australie occidentale, et s'est écrasé dans l'eau environ 3 km après le décollage. À bord se trouvaient 2 pilotes et 5 passagers.
Selon le Bureau australien de la sécurité aérienne, juste après la montée en altitude, le moteur a brusquement perdu de la poussée et l'avion a littéralement chuté. Voici le détail qui a transformé cet incident en véritable histoire de survie. L'avion est tombé dans les eaux peu profondes de la baie Roebuck, près de la crique des pêcheurs. Or cette zone est bien connue des habitants comme un habitat actif de crocodiles d'eau salée. Des témoins ont vu l'avion voler trop bas, puis disparaître derrière les arbres. Les sauveteurs sont entrés dans l'eau et ont évacué les passagers, sachant parfaitement qui d'autre pouvait se trouver dans ces eaux. L'avion est entièrement détruit. L'enquête est déjà ouverte. Et la grande histoire russe du moment, c'est la crue de printemps. Elle ne fait que commencer, mais l'ampleur de l'inondation attendue place déjà le ministère des situations d'urgence en régime renforcé. Au 19 et 20 mars, dans la région de Saratov, dans 25 districts, les rivières mongoles ont déjà rompu leur glace. Dans 5 d'entre eux, le régime d'alerte renforcé a été déclenché. Des jardins et des routes sont inondés. Dans les régions de Belgorod et de Koursk, les rivières ont déjà envahi leurs plaines inondables, mais c'est plus au nord et en Sibérie que la situation sera vraiment difficile. Les réserves d'eau dans la neige dans la région de Novosibirsk et dans l'Altaï dépassent 3 fois la normale. En Kouzbas, elles sont supérieures de 60% à la normale. Les régions d'Irkoutsk et de Tomsk présentent le même tableau. Par ailleurs, le sol est gelé sur 1 mètre à 1,5 mètre de profondeur par endroit, ce qui signifie que l'eau de fonte n'a nulle part où s'infiltrer. Elle coulera en surface. Les hydrologues de Rosgidrométéo le disent clairement. La crue de 2026 sera plus difficile que celle de l'an dernier. 42 régions du pays sont menacées. La Biélorussie enregistre déjà les premières inondations. Le ministère des situations d'urgence a confirmé le débordement des rivières en plaine dans plusieurs régions. Belgidromet prévient, les crues de 2026 seront supérieures à la moyenne. La situation la plus difficile est attendue dans les bassins du Dniepr, du Soj et du Pripyat. Cuba traverse sa propre crise. Un tremblement de terre de magnitude 5,8 s'est produit au large de la côte est de l'île. L'épicentre se trouvait à 49 km du Cap Mézi. La profondeur, 11 km. Aucune catastrophe ne s'est produite, mais le contexte rend cette histoire particulière. Au moment du séisme, Cuba traversait un blackout national, une coupure totale d'électricité liée à la crise énergétique. Autrement dit, le pays était déjà plongé dans le noir. Et dans cette obscurité, la terre s'est mise à trembler sous les pieds. Le tremblement de terre s'est produit sur la zone de faille septentrionale oriente, la principale structure sismique du bassin des Caraïbes. Cette zone a déjà généré un événement de magnitude 7,7 en 2020, ce qui n'est pas anodin. Un tremblement de terre de magnitude 5,0 a également été enregistré à Los Amates, au Guatemala, lui aussi à 10 km de profondeur. Les deux pays, Cuba et le Guatemala, se trouvent à la frontière des plaques nord-américaines et caraïbes, qui se déplacent constamment l'une par rapport à l'autre. Les sismologues préviennent depuis longtemps. Cette région est sous-estimée du point de vue de la menace sismique. Les données historiques s'en hâtent et sont rares, mais les tensions accumulées dans les failles sont considérables. Sur l'île de la Réunion, petit territoire français de l'océan Indien, s'est produit un événement que les habitants n'avaient pas vu depuis 19 ans. La lave du volcan Piton de la Fournaise a enfin atteint l'océan. Au point de contact de la lave avec la mer, d'immenses colonnes de vapeur s'élevaient. Les autorités ont fermé les routes. Des hélicoptères se tournoyaient au-dessus du rivage. Tout cela ressemblait davantage au tournage d'un film qu'à la réalité. Mais les conséquences ont été désagréables. La station de surveillance de la qualité de l'air a enregistré un dépassement du niveau acceptable de dioxyde de soufre. Les habitants ont été invités à ne pas sortir et à garder leurs fenêtres fermées. La lave en fusion au contact de l'eau dégage un mélange d'acide chlorhydrique et de fines particules, connu sous le nom de lase, nocif pour les poumons. Sur les Philippines, le volcan Mayon maintient le niveau d'alerte 3 sur 5 depuis plusieurs semaines d'affilée. Au cours des derniers 2 jours, 425 tremblements de terre volcanique y ont été enregistrés. C'est un niveau d'activité très élevé. Le Canlaon, sur le même archipel, a émis un panache de cendres à 5 km de hauteur. Le Chichaldine en Alaska, le Great Sitkin sur les îles Aléoutiennes, le Sabancaya au Pérou, tous sont actifs simultanément. Les 18 et 19 mars, au large des côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le cyclone tropical Upia montait en puissance. Au moment des dernières données,
Il se trouvait à 80 km de l'île sud-est, avec des rafales allant jusqu'à 106 km/h. Plusieurs îles sont menacées. Le problème, c'est que ces îles sont extrêmement difficiles d'accès. Les données sur les dégâts réels arriveront plus tard qu'on ne le souhaiterait. C'est une situation typique pour la région du Pacifique. La catastrophe de frappe et l'information suit avec un décalage de plusieurs jours. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et rendez-vous sur notre chaîne où vous trouverez d'autres vidéos sur les catastrophes naturelles et diverses menaces à travers le monde.